Salut à tous, c'est Requamaster, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle tier list. La première vous avait beaucoup plu, nous avions classé les différentes séries Pokémon du TCG. Et bien aujourd'hui c'est au tour des jeux vidéo Pokémon. Alors je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, en tout cas n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires et je vous laisse profiter de la vidéo. Allez, on commence avec Rouge et Bleu. Le classico. Alors Rouge et Bleu qui sont donc les premiers jeux sortis. Donc là on n'a pas mis la version verte hein. La version verte, vous le savez, c'est une exclusivité japonaise. Elle n'est pas sortie en Occident. C'est exactement le même gameplay hein, à quelques différences près. Alors les jeux Rouge et Bleu, ça reste donc ce sont les tout premiers jeux. C'est expérimental. Alors comme ils sont expérimentaux, ça veut dire voilà, c'est le tout début de Pokémon. Alors ils ont énormément travaillé dessus, mais encore une fois, on ne juge pas d'un point de vue nostalgique, on juge d'un point de vue empirique. Donc ça c'est très très important aussi dans notre classement du jour. Toute la nostalgie on la met de côté, ça peut compter un petit peu à 20 ou 30% dans le classement, mais c'est surtout d'un point de vue empirique. Alors il faut reprendre les jeux dans leur contexte. Hein. On joue bien sûr on reprend dans le contexte. Voilà, je vais pas faire durer le suspense trop longtemps. Moi les jeux Rouge et Bleu, donc je les mets dans plutôt cool. Les jeux sont bons, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ils ont assez mal vieilli, mais c'est pas un argument, majeur hein, de dire qu'ils ont mal vieilli. C'est surtout que, mine de rien, il y avait beaucoup de bugs. Le jeu n'était pas complètement fini hein, quand il a été réalisé, parce qu'il faut bien savoir que malgré les années de retard sur le cahier des charges, les jeux étaient quand même pas prêts pour autant. Il restait encore pas mal de bugs. Alors il y en a toujours hein, des bugs quand vous sortez un jeu, mais là il y en avait quand même beaucoup plus que d'habitude. Il y a eu l'histoire de Mew qui a été rajoutée au tout dernier moment. Après, en termes de musique, forcément il y a des musiques qui nous ont marqué, les fameuses musiques Game Boy avec voilà très peu de notes, mais ces sonorités qui ont marqué notre enfance. Bon voilà, pour moi tous ces éléments font qu'on est sur un jeu qui est quand même plutôt cool. C'est pas incroyable, mais ça reste très bien. Alors Pokémon Jaune a rajouté quelques features à Pokémon Rouge et Bleu, notamment l'apparition d'une pseudo-couleur. Alors c'est pas vraiment la couleur telle qu'on la connaît après, mais il y a une apparition de la couleur quand même. On a Pikachu, on a accès aux starters, donc Salamèche, Bulbizarre et Carapuce dans le jeu. En tant que dresseur, on peut les avoir. On a Jessie et James, donc grosso modo, on a quelques petits éléments de gameplay qui se rajoutent. Après, est-ce que c'est un jeu différent de Rouge et Bleu? Non. Ça reste la même chose. Donc pour moi, Jaune, c'est un jeu plutôt cool. On le met dans la même catégorie. C'est pas parce qu'on rajoute Jessie et James et Pikachu qu'il passe en très bon jeu. L'ajout de la couleur, c'est lié à la console. Donc le follow du sprite aussi du coup. Voilà, bien sûr, exactement. Enfin, Jaune, c'est la même chose que Rouge et Bleu. Après, c'était pour vendre Pikachu. C'était pour vendre Pikachu. Les jeux ont bien fonctionné d'ailleurs, hein, moins que Rouge et Bleu, mais ils ont bien fonctionné. Le jeu a bien fonctionné. Donc ça reste plutôt très bien. En fait, ce que je reproche à Jaune, c'est qu'on ne découvre pas la région de Kanto sous un nouveau jour. Non. C'est exactement la même région de Kanto que celle qu'on a traversée dans Rouge et Bleu. Voilà. Donc jusque là, pas de souci, mais c'est bien. Ça reste une bonne expérience de jeu. Evoli, quoi. Donc là, on arrive à la deuxième génération, Or et Argent. Alors Or et Argent, il faut vraiment savoir que donc ce sont les premiers jeux auxquels j'ai joué. Mais ici on a dit qu'on enlevait tout l'aspect nostalgique. On n'est pas là pour la nostalgie, on est là d'un point de vue purement empirique. Ces jeux-là sont excellents. Donc déjà il faut le savoir. Pour moi c'est déjà hein, je vous le dis, on est c'est soit presque parfait, soit GOAT. Les jeux sont vraiment exceptionnels. Tous les éléments qui étaient absents de Rouge et Bleu sont dans Or et Argent. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme ajout dans Or et Argent? Un scénario déjà. Déjà, on a un scénario, on a l'apparition d'un scénario. On n'est plus simplement dans la Team Rocket très basique, avec finalement baston, 3 points d'exclamation. Non, on est dans un véritable scénario. Baston. Voilà, mais c'est vraiment ça dans Rouge et Bleu, hein, c'est baston, 3 points d'exclamation, il y a que ça comme dialogue. Hein. Là, dans Or et Argent, déjà le jeu est plus vaste. On a accès à beaucoup plus de choses, hein, vous le savez. Les dialogues sont plus travaillés. Les musiques de Or et Argent, pour moi, font partie des meilleures hein, de Pokémon. Je pense au thème de Mauville, au thème d'Ecorcia, même les thèmes des routes, les thèmes d'ambiance sont magnifiques. La Ligue Pokémon, enfin, vous avez énormément de choses. Hein, les remakes de certains thèmes hein, qu'on pouvait entendre aussi en première génération. Vous avez l'apparition de Red.
Red, donc pour moi qui est complètement incroyable parce que c'est vraiment le premier boss auquel on puisse penser, puisqu'il n'y avait pas vraiment, on avait Régis, hein, on avait Blue dans les premiers jeux, mais là on est sur un niveau quand même différent avec Red, l'apparition de Red, les 16 badges, le fait que le jeu soit beau aussi pour l'époque, il faut le dire, oui. Le jeu était très très beau pour l'époque. En fait on a le début de ce qui va s'apparenter au cycle jour-nuit, ça n'existe pas encore, mais on a l'apparition des œufs aussi, des nouvelles mécaniques, les IV, les EV commencent à être travaillés, on n'est pas encore dans la forme moderne de ce qu'on connaît d'un point de vue stratégique, mais en tout cas les premiers éléments stratégiques tels qu'on les retrouve aujourd'hui, c'est dans Or et Argent qu'ils arrivent. Donc on a vraiment des ajouts qui sont incroyables. On a vraiment une véritable amplitude de personnages. Vous n'avez pas d'un côté les bons et de l'autre les méchants. Ce manichéisme de rouge et bleu est un petit peu effacé. On a vraiment une véritable consistance, un scénario, des musiques, comme je vous le disais, qui sont magnifiques. Le jeu est beau visuellement. Donc non, pour moi, Or et Argent, c'est presque parfait. Ouais, le jeu, il est vraiment presque parfait. Alors Crystal, on a surtout un lore beaucoup plus développé au niveau des bêtes légendaires. Hein, donc de Entei, Raikou, Suicune. On a un lore qui est plus développé. On a aussi beaucoup plus de liens avec Eusine, hein, personnage qui effectivement recherche Suicune, qui est sans arrêt en train de vouloir l'attraper, de courir derrière. On a des éléments de gameplay qui se rajoutent aussi, des éléments de lore. Après, le jeu, pour moi, n'apporte pas de révolution par rapport à Or et Argent. Donc il est sur le même niveau de révolution que Or et Argent, mais les révolutions qui avaient été apportées par la deuxième génération d'Or et Argent, il n'y a pas vraiment d'éléments révolutionnaires dans Crystal, en dehors de quelques éléments de gameplay quand même. Les sprites animés, c'est marrant, voilà, donc tout à fait. On a les sprites qui effectivement deviennent animés dans Crystal, chose qui sera reprise ensuite dans Emerald, mais bon. Alors après, je pourrais pas le mettre au-delà de presque parfait, mais pour moi, il est au même niveau que Or et Argent. Enfin, il y a pas de raison pour qu'il soit à un autre niveau que Or et Argent. Les nouvelles features qui apparaissent avec Crystal sont bien, elles sont cool, mais elles ne justifient pas non plus une montée en GOAT. Mais ceci dit, c'est très très bien, hein, c'est très très bien. Et on arrive quelques années plus tard. On arrive en troisième génération, donc en 2003, avec la sortie de Ruby Saphir. Donc troisième génération, vous le savez, c'est la génération qui m'a le plus marqué. C'est la génération de cœur. Pourquoi ? Parce qu'en 2003, j'avais 8 ans, et c'est vraiment à partir de là où je pouvais commencer à profiter des jeux vidéo. Parce que moi, j'estime qu'à 4-5 ans, il y avait des personnes comme toi qui étaient suffisamment folles pour apprécier des jeux vidéo. Moi, à 4 ans, j'ai pas l'impression d'avoir une conscience encore. J'avais l'avantage aussi d'avoir une famille... très jeux vidéo, voilà, c'est ça. Guidé, où là, toi, c'était pas ton cas. C'est ça. Moi, c'était pas du tout mon cas. Donc, là où j'ai vraiment commencé à profiter des jeux vidéo, parce que je commençais à pouvoir me débrouiller moi-même par mes propres moyens. Donc, c'est en troisième génération. Puis, c'est là où vous avez le plus de souvenirs en général de votre enfance. C'est un peu la Madeleine de Proust d'énormément de gens, c'est-à-dire entre 8 ans et 12 ans, quoi, grosso modo. C'est la période où vraiment ça reste l'insouciance, mais c'est là où on a encore beaucoup de souvenirs. Bref, donc on va pas faire de la psychologie de comptoir, mais en gros, la troisième génération, ça reste celle qui m'a le plus marqué. J'ai grandi avec ça et avec le Block X. Donc les musiques de Ruby Saphir sont sensationnelles. Effectivement, il y a beaucoup de trompettes. Les musiques de Ruby Saphir, pour moi, font partie des meilleures de l'intégralité donc de Pokémon. Pourquoi ? Parce que ce sont celles qui sont le plus marquantes. Et encore une fois, je me détache de la nostalgie, parce que lorsque je demande à des personnes qui n'ont pas forcément le même âge que moi, c'est un dénominateur commun. Par exemple, Harry, on a quelques années de décalage. Lui, ses musiques préférées, c'est la 3G. Maître Armand, ses musiques préférées, c'est la 3G. Je connais plein de personnes qui jouent aux jeux vidéo pour lesquelles leur musique préférée est la 3G. Donc il y a un dénominateur commun qui arrive. Pourquoi ? Notamment parce que les musiques sont très diversifiées. Dans Or et Argent, il y avait des musiques qui étaient sublimes, mais qui restaient un petit peu sur la même thématique, musique un petit peu langoureuse, avec quelques violons, choses comme ça. C'est très sympa, hein. Mais dans troisième génération, il y a cette force, cette dynamique. Mais moi, les musiques, de mon côté, elles
elles ont une place tellement importante dans une œuvre qu'elles sont à peu près à 50%. C'est-à-dire que en général, moi, il y a des films, par exemple, que j'adore, en grande partie pour la musique. Les musiques, c'est une grande partie de ma vie. C'est ça qui, pour moi, me fait dire si une œuvre est bien ou pas. En grande partie, hein. Il y a pas que ça. Et dans le jeu, ça joue beaucoup sur l'immersion, je trouve. Exactement. Dans le jeu, ça joue beaucoup sur l'immersion. Moi, j'ai toujours joué avec la musique. Donc, deuxième chose, le scénario. Le scénario dans Ruby Sapphire, c'est pas le point fort. On va pas se mentir, c'est pas le point fort de la troisième génération. Le scénario, on rappelle quand même qu'on parle de Arthur et Max, qui donc l'un il veut étendre l'océan, il veut noyer le monde entier, et l'autre il veut mettre de la terre de partout. Bon, c'est pas le scénario du siècle. En termes de team antagoniste, on a clairement fait mieux. Hein. C'est pas là-dessus qu'on attend Ruby Sapphire. Derrière, qu'est-ce qu'on a? On a parlé des musiques, on a parlé du scénario. Parlons des combats. Les combats, c'est révolutionnaire. La troisième génération est révolutionnaire. La troisième génération est belle visuellement. L'apparition avec tout ce qui est possible de faire avec la Game Boy Advance, c'est complètement différent que ce qui était possible de faire avec la Game Boy et la Game Boy Color. On est sur une nouvelle génération de consoles. C'est complètement différent. Les combats sont beaux, ils sont palpitants, vous avez envie de faire un combat. Sur deuxième génération, je suis désolé, mais il y a des moments où les combats sont un peu longs. Vous avez envie de passer à autre chose. Sur troisième génération, c'est jamais le cas. Les combats, ils vont vite, ils ont du peps, il y a une dynamique, c'est beau, il y a des belles musiques, c'est incroyable. L'expérience de jeu est magnifique. C'est la génération qui apporte le plus de nouveautés. Il y a l'alternance des cycles, vous avez l'apparition des talents, vous avez l'apparition des IV et des EV. À partir de là, tout est dit. La stratégie moderne commence avec Ruby Sapphire. Les principales améliorations que vous avez et qui ensuite ont fait partie de tous les jeux Pokémon, elles arrivent avec Ruby Sapphire. C'est Ruby Sapphire qui instaure tout ça. Vous avez les combats de double, on l'a dit, qui apparaissent. On a bien sûr l'alternance, effectivement, entre Flora et Brice pour les deux premiers, pour les deux premiers rivaux. On a le meilleur gameplay de l'histoire de Pokémon. Je ne compare pas aux versions actuelles. Je dis en termes de nouveauté, de ce que ça a apporté. Il y a les concours aussi. Il y a l'apparition des concours, tout à fait. J'en ai pas parlé. Ruby Sapphire, l'apparition des concours. Ça, c'était pas simplement c'était pas simplement un ajout mineur. On était vraiment sur une vraie mécanique de jeu, une nouvelle mécanique de jeu, avec aussi la possibilité de faire des Pokéblocs. Ouais. On a le Safari qui existait, mais ce côté, on attire les Pokémon à l'aide de Pokéblocs. Enfin, il y a énormément de nouvelles choses qui arrivent. En revanche, en termes de scénario, c'est pas du tout le meilleur jeu, Ruby Sapphire. Pour cette raison, je vais le mettre dans presque parfait, au même niveau que Or, Argent et Cristal. Parce que si le scénario dans Ruby Sapphire avait été parfait, le jeu aurait été en GOAT. Mais là, je ne peux pas le mettre en GOAT, puisque de mon point de vue, le scénario est un petit peu faible. On va tout de suite faire Emerald, hein, d'accord, puisqu'on est dans les mêmes catégories. On passera ensuite aux autres jeux de la troisième génération, Colosseum et Rouge Feuille. Mais là, comme ça, je ne redirai pas les mêmes arguments que tout à l'heure, puisque Emerald est la version complémentaire à Ruby Sapphire. Emerald, c'est un jeu qui a les mêmes caractéristiques que Ruby Sapphire, c'est-à-dire les musiques banger, le gameplay banger et révolutionnaire, mais avec un scénario qui est exceptionnel aussi. Parce que le point faible qui existait dans Ruby Sapphire, il a été complètement corrigé avec Emerald. Et je ne parle pas seulement des teams antagonistes. Je parle pas seulement du fait que dans Emerald, vous affrontez à la fois la team Aqua et à la fois la team Magma. Non. Je parle aussi et surtout du post-game, qui était inexistant dans Ruby Sapphire. Il était inexistant, le post-game en troisième génération dans Ruby Sapphire. Dans Emerald, vous avez non seulement la tour de combat qui était présente dans Ruby Sapphire, mais vous avez surtout la zone de combat à proprement parler. Vous avez le reptile de combat, l'usine de combat, le dôme de combat, tous ces nouveaux éléments de combat qu'on ne pouvait pas faire avant. C'est une nouvelle manière d'appréhender le combat Pokémon, la zone de combat. L'apparition de Scott aussi, ce personnage un petit peu rondouillard mais tellement sympathique, avec sa chemise hawaïenne qui nous suit pendant toute la version Emerald. On a tellement ce côté dans Emerald, on a l'impression d'être à Hawaï. On est sur l'archipel d'Oen, quoi. On y est. On a la capacité de trouver Deoxys. On a les tickets Éon.
les régies étaient disponibles dans Ruby Saphir, hein, mais on a les tickets Eon si vous pouviez participer aux événements pour capturer Latios et Latias. Vous aviez donc le mystérieux, le ticket mystérieux, enfin la vieille carte en fait, hein, la vieille map, la vieille carte pour aller sur l'île lointaine, pour trouver Mew. Vous vous rendez compte que vous, une fois que vous avez complété le Pokédex national, vous avez accès aussi aux starters de la 2e génération, à Germignon, Caiminus et Hérissante, qui vous sont donnés par le professeur Seco. Vous avez tellement de nouvelles choses dans Emerald, et puis les deux teams en elles-mêmes. Là, on n'est pas dans un combat la team Aqua, je veux juste étendre l'eau dans Saphir, et dans Ruby, la team Magma, je veux... Non, là, c'est les deux qui se confrontent. Ouais. Les deux se confrontent, leurs idéaux se confrontent. Ils ont vraiment... Enfin, je veux dire, il y a de vraies valeurs, de vrais textes en fait. Pour une fois, il y a de vrais textes. Et les dialogues dans Emerald sont très très bien faits. Et vous avez beaucoup plus de rythme aussi dans Emerald. Des lieux que vous ne pouviez pas visiter avant. Et puis, ils ont osé le changement. Pierre Rochard, c'est plus le maître de la ligue. Maintenant, c'est Marc qui était l'ancien champion d'Atalanopolis avec donc Johan qui a pris la place de Marc à la tête de l'arène d'Atalanopolis. Mais Pierre Rochard, vous le retrouvez quand même au fin fond du site Météor. Donc, Emerald, je vais pas aller plus loin, mais Emerald, c'est le meilleur jeu que Pokémon n'ait jamais réalisé. Et encore une fois, je dis pas ça parce que c'est mon jeu préféré, j'aime Rayquaza, machin. Non, c'est de manière factuelle, le jeu, tu ne peux pas faire mieux en termes de gameplay. C'est pas possible. Le jeu est complet. Tu as une expérience de jeu. Les gens aiment la difficulté. Ils trouvent que les jeux Pokémon sont trop faciles. Eh ben, essayez d'avoir tous les symboles hors de la zone de combat pour voir. Essayez d'avoir tous les symboles hors de la zone de combat. Même en le faisant, c'est long. Hein. Et non seulement c'est long, mais c'est surtout très difficile. Donc vous le ferez, et puis vous me direz un petit peu si les jeux Pokémon sont faciles. Et pour les casus qui veulent pas forcément profiter d'un jeu trop difficile, il vous suffit de battre la ligue, et puis de profiter du jeu, et puis vous... Voilà. Ensuite, on passe à Colosseum. Alors Pokémon Colosseum, c'est un jeu qui est vraiment très bien. Donc c'était sur GameCube, hein, Colosseum, c'était pas sur Game Boy. Et le jeu est vraiment vraiment très très cool. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment un nouveau souffle, hein. Vous avez l'apparition d'une nouvelle région, c'est un souffle d'air frais, Pokémon Colosseum, avec des thématiques plus sombres, un petit peu plus difficiles, qui s'adressent à un public différent, hein. On a l'impression que les jeux Pokémon habituels qu'on avait vus jusqu'alors. Mais en tout cas, c'est vraiment très très cool. Je trouve que c'est un beau parti pris, Colosseum. Vraiment, c'est un très très beau parti pris. Et le jeu avait vraiment pas mal plu. Alors, je crois pas qu'il avait si bien marché que ça. Je sais plus s'il avait marché, ce jeu. Mais ce que je sais, c'est qu'a posteriori, le jeu est vraiment considéré comme un must-have, hein, par les joueurs de Pokémon. Donc c'est vraiment un super jeu, Colosseum. Alors, pour moi, un jeu secondaire comme ça ne pourra pas atteindre la place de GOAT, puisque le GOAT, hein, par définition, c'est un jeu qui suit la trame principale, qui est vraiment important pour Pokémon, important pour le lore Pokémon. Colosseum, c'est un jeu magnifique, mais si le jeu n'existait pas, ça changerait rien à Pokémon. Je m'explique. Même si le jeu est super, il n'apporte rien en termes de lore, en termes de scénario. Outre son aspect graphique qui est assez discutable, après c'était sur GameCube, probablement c'était quand même pas trop mal pour GameCube. Ouais. Vous pouvez peut-être faire mieux. Non, vous pouvez faire mieux sur GameCube. Voilà. Je sais pas, quand tu vois quand même... après c'est sur la fin de GameCube, mais il y avait déjà Twilight Princess qui tournait. Voilà, donc il y avait Twilight Princess sur GameCube, et c'est vrai que quand tu compares les deux, bon, graphiquement c'est quand même pas la même chose. En termes de musique, en fait, Colosseum, tu vois, c'est un jeu qui, pour moi, est moyen sur tous les aspects. C'est-à-dire que il est pas mal en musique, mais il y a aucune musique qui va non plus attirer mon attention, et je vais me dire tiens, une musique de Colosseum, et je vais tout de suite me la réciter, tu vois. Graphiquement, c'est pas le jeu qu'on retient. En termes de combat, c'est pas le jeu qu'on retient, tu vois. Donc finalement, il y a aucun aspect où il se détache. Clairement, les décors étaient un peu vides. C'est ça, tu vois, les décors étaient un petit peu vides, les musiques parfois un petit peu répétitives. Je me souviens de cette alarme aussi. Lorsque vous étiez dans les bâtiments, il y avait souvent une alarme qui retentissait, qui vous cassait les oreilles. Je trouve que le jeu est pas forcément toujours très bien équilibré. Ça reste cool en termes de
en termes d'expérience de jeu. Je trouve que c'est un beau parti pris, ils ont bien fait de le faire, c'est cool comme expérience de jeu, c'est novateur, mais voilà, c'est pas non plus... Donc je vais le mettre en très bon jeu, pour moi il mérite d'être en très bon jeu, parce que ça reste un jeu qui a marqué les joueurs de Pokémon, et un joueur Pokémon d'aujourd'hui vraiment conseille de faire ce jeu. Après, la région de Rhodes, quand même, il y a une petite ambiance, quand même si c'est vide. Voilà, il y a une ambiance. La région de Rhodes a une ambiance. D'ailleurs, ça me fait penser, n'hésitez pas à regarder la série de Didi Chandouidoui, hein, bien sûr. Enfin, maintenant, c'est Didi Chandouino sur Rhodes, qui est très très cool. Mais voilà, je pense que très bon jeu, c'est plutôt cool. Hein. Maintenant, on passe à Rouge Feu Vert Feuille. Alors Rouge Feu Vert Feuille, remake donc des versions rouge et bleu, ce sont des jeux incroyables, je vous le dis tout de suite, les jeux sont vraiment magnifiques. Tous les aspects qui étaient problématiques dans Rouge et Bleu ont été corrigés dans Rouge Feu Vert Feuille. Les dialogues sont bien meilleurs dans Rouge Feu Vert Feuille. En fait, les dialogues, ce qu'il faut vous dire, c'est que vous avez encore quelques messages en mode baston, 3 points d'exclamation et des onomatopées, mais ils sont tellement peu récurrents qu'en fait ils agissent comme des hommages. Ils sont là simplement presque pour se moquer, mais gentiment, des premiers jeux, en mode ah ben vous avez joué au premier jeu, ah ben je vais vous replonger dans vos souvenirs avec Rouge Feu Vert Feuille, mais vous inquiétez pas, on a grandi, on a évolué avec vous en même temps que vous, en tant que joueur et en tant que créateur, on a tous évolué, main dans la main, on est devenus meilleurs. Donc maintenant on vous propose des vrais dialogues. C'était marrant ce qu'on avait fait sur Rouge et Bleu, mais maintenant on vous propose un vrai jeu, mais de temps en temps on vous remet quand même des hula hoop. On vous remet des petits hula hoop parce que on met des petites madeleines comme ça, voilà. Sur Rouge Feu Vert Feuille, les musiques sont remasterisées et vraiment bien remasterisées. C'est un vrai beau travail qu'ils ont fait là, hein, Junichi Masuda et son équipe. Donc Masuda qui est celui qui fait les musiques hein, dans Pokémon, mais il a toute une équipe derrière lui. Ils ont fait un boulot magnifique de remix, hein, des remixes magnifiques. Visuellement, les villes sont belles, les Pokémon sont beaux, les sprites sont vraiment bien dessinés. Vous voyez le sprite de Dracolo sur Rouge Feu Vert Feuille, par exemple, c'est magnifique. Très coloré, c'est très coloré. Il y a beaucoup de saturation. C'est ça. Et on est sur ces couleurs de la 3e génération, ces côtés métalliques. Même vous regardez les shiny dans Rouge Feu Vert Feuille, de la même manière que dans Ruby Saphir Emerald, bah c'est des couleurs 3G quoi. C'est très métallique, c'est très puissant. Enfin, on a vraiment ce côté-là. Donc Rouge Feu Vert Feuille, on a visuellement, il est beaucoup plus beau. En termes de musique, c'est sublime. Niveau sprite, on est sur le haut du panier. Et le meilleur ajout du jeu, qu'est-ce que c'est? Bah c'est le post-game. C'est les îles Sévi, ouais, les échanges. Et oui, donc on a les échanges qui sont aussi possibles entre les générations, puisque lorsque vous finissez le post-game, vous avez l'accès au Ruby et au Saphir, justement pour faire les échanges avec les versions Ruby Saphir. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très cool. Et surtout, vous avez les îles Sévi. Vous avez les 7 îles, et ça, c'est un ajout sensationnel. Rouge et Bleu, bien entendu, ils étaient incapables de faire ça. Pourquoi? Parce que le jeu déjà il était complet, ils pouvaient pas rajouter un seul Pokémon de plus dans Rouge et Bleu, hein. C'était vraiment complet. Alors que là dans Rouge Feu Vert Feuille, ils avaient beaucoup plus de place, le jeu était plus puissant. Et donc ils nous ont rajouté ces îles sublimes avec une toute nouvelle histoire hein, qui arrive dans ce post-game. On peut capturer même Sulfura sur le Mont Braise, alors qu'au tout début en première génération il était présent dans la Ligue Pokémon. Donc ça c'est un bel ajout je trouve. On a des mini-jeux aussi qui existent, qui n'existaient pas et qui arrivent dans les îles Sévi, les sources thermales, les sources d'eau chaude. Ça c'est aussi quelque chose qu'on n'avait jamais vu avant ça, et puis vous avez de nouveaux combats, et puis vous combattez encore la Team Rocket. Il y a de nouveaux combats contre la Team Rocket qui sont possibles dans ce post-game, avec notamment toute une histoire de hangar, un petit peu des énigmes aussi à un moment donné à résoudre à la Zelda, aller chercher, faire des allers-retours, chercher des pièces, etc. Vous avez un labyrinthe avec beaucoup de sacs de nœuds, et trucs comme ça. Donc c'est incroyable, franchement. Un truc aussi qui est vraiment très bien, c'est l'accès aux Pokémon de la 2e génération. Vous pouvez capturer Ambrilex pour ensuite avoir un Tyrannosif pour rebattre la version 2 de la Ligue Pokémon dans Rouge Feu Vert Feuille, puisque ça aussi c'est un ajout qu'ils ont fait. Dans Rouge Feu Vert Feuille, la 2e ligue que tu combats est beaucoup plus difficile que la première. Alors, je vais le mettre en presque parfait, vous savez quoi? Je vais vous dire pourquoi je vais le mettre en presque parfait. Parce que en termes de nouveautés, le jeu n'a pas apporté plus de choses que ce que la 3e génération avait déjà apporté. Parce qu'il faut pas oublier que Rouge Feu Vert Feuille, même si c'est un remake de la première génération, c'est un jeu de 3e génération. C'est un jeu de 3G. Et par rapport à ce que Ruby Saphir avait déjà apporté, Rouge Feu Vert Feuille n'a pas été non plus révolutionnaire. Donc pour être tout à fait honnête, pour être dans la catégorie GOAT, il faut aussi qu'il y ait ce côté révolutionnaire en plus.
Donc rouge vert feuille, je vais le mettre dans presque parfait pour l'instant. Ça reste encore à débattre, on le verra à la fin du classement, mais pour le moment... qu'ils s'appuient sur quand même quelques éléments bac à sable qu'ils avaient déjà pour voilà. Je pense qu'il manque peut-être il manque peut-être un ingrédient d'un ou deux ingrédients pour twister le jeu, pour rester sur ce côté GOAT. Voilà. Alors Pokémon XD, c'est un jeu plutôt cool. Alors moi XD, j'y ai pas joué, mais j'ai vu des gens y jouer. Moi j'y ai joué, je l'avais. Voilà, le souffle des ténèbres, Pokémon XD, j'ai pas joué moi-même, hein, mais j'ai vu tellement de let's play et tellement de personnes y jouer que bon, je connais bien le contenu du jeu. Mais alors, du coup, parle-nous-en. Alors moi j'ai adoré, mais honnêtement pour l'époque, à l'âge que j'avais sur GameCube, je me suis quand même ennuyé. Ouais. Tu trouvais ça quand même... J'ai quand même trouvé ça ennuyant. Okay. Alors oui, ok, il y a Lugia. Ouais. Pokémon Obscur encore qui reviennent. Pokémon Obscur qui reviennent. Mais je sais pas, je me suis ennuyé dans les combats, l'histoire, j'ai trouvé ça un peu trop simple, j'ai pas... Mais je sais qu'il est très apprécié, et il est très apprécié. Je mettrais dans... Si ça tenait qu'à moi, je mettrais quand même dans plutôt cool. Dans plutôt cool, ouais. Genre, il m'a pas autant marqué, tu vois. Ouais. Sachant qu'il arrive juste après... En fait, c'est que, en tant que joueur de jeux Pokémon à l'époque, tu vois, il arrive quand même après Emerald, quoi. Oui. Pas longtemps, pas très longtemps après Emerald, genre dinguerie. Et là, tu te dis, bon, nouveau jeu un petit peu 3D qui arrive sur GameCube. Tu t'attends quand même à un jeu où tu vas prendre autant de plaisir que sur Emerald. Oui, tout à fait. C'est vrai. Et t'es quand même déçu. C'est vrai. Donc, effectivement, dans ce jeu, moi j'ai envie de le mettre au même rang que Colosseum, mais d'un autre côté, la claque qu'il aurait pu mettre a déjà été mise par Colosseum. Donc ce côté de nouveauté, finalement, on peut pas lui accorder. On le retrouve pas. Donc j'ai envie aussi de le mettre dans plutôt cool. Ça me semble plutôt bien. Alors, équipe de secours rouge, équipe de secours bleu, ce sont les premiers donjons mystères. Ouais. On y a joué tous les deux. Là. On y a joué tous les deux, donc ce sont les deux premiers donjons mystères. La particularité dont on parlait tout à l'heure, c'est que équipe de secours rouge est sortie sur GBA et équipe de secours bleu est sortie sur DS. Donc ce sont les mêmes jeux, ils proposent la même chose, sauf que l'un est sorti sur GBA et l'autre sur DS. C'est une particularité très très étonnant pour Pokémon. On n'a pas vraiment d'autres particularités comme ça. Moi, c'est un de mes premiers jeux DS du coup. Ouais. Et pareil, c'est probablement mon premier jeu DS. Et là, c'est le renouveau pour moi. Et oui, là, c'est vraiment trop bien. PDM, c'était incroyable à l'époque. Ouais, Donjon Mystère, c'est vraiment trop bien. Ce jeu-là est super cool. C'est probablement l'histoire qui m'a le plus marqué. C'est pour ça que j'ai voulu rejouer d'ailleurs au remake là, Pokémon DX, dont on parlera plus tard. Ces jeux-là, en termes de scénario, ils sont vraiment bien. Enfin, moi, c'est un scénario qui est très simple. Il est hyper simple le scénario, mais je le trouve tellement bien foutu, quoi, que finalement, il n'y a pas besoin de plus pour un jeu Pokémon. Il est tellement agréable. Il y a souvent des petites émotions. Moi, je me souviens à l'époque, ça m'avait assez marqué. En termes de difficulté, il est pas si simple que ça. Puis franchement, tu retrouves un peu l'ambiance des petits fillers, petits films. Ouais, c'est ça. Dans Pokémon, où tu te retrouves avec des Pokémon qui parlent, du coup, je sais pas si vous avez, comme le petit film qu'il y a eu après Pokémon 2, là. Exactement. Où ils sont sur une île, qui sont en train de parler. Bah, tu retrouves, moi, c'est cette ambiance-là que j'ai retrouvée, je me dis, ça fait plaisir d'entendre un Pokémon. Ouais, t'as raison. T'as raison, j'avais ressenti ça aussi à l'époque, c'était dû, je pense, la génération qui a joué à ces jeux-là a ressenti ça. En termes de difficulté, le jeu est plutôt bien équilibré, je trouve. Ouais, surtout dans la deuxième partie du jeu, dans le post-game, une fois que vous avez battu Rayquaza. Après, c'est très difficile parce que c'est long. Il y a énormément d'autres légendaires à capturer, à battre, à recruter aussi. Et puis, non, il y a pas mal de farm aussi dans ce jeu. Il y a beaucoup de farm. J'hésite entre très bon jeu et presque parfait. Je pense que je vais les laisser en très bon jeu de mon côté parce que ça reste des donjons mystères, donc c'est des jeux un petit peu secondaires. Alors, c'est pas pour autant qu'ils peuvent pas prétendre à être dans presque parfait. Si le jeu est presque parfait, on le dirait. Parce que moi, il y a très bons jeux, mais quand même, c'est le jeu qui veut ça et c'est le gameplay qui veut ça, mais ultra répétitif ou parfois, ça m'est arrivé de couper parce que, au bout d'un moment, t'en as ta claque de faire toujours les mêmes combinaisons pour c'est ça. battre les Pokémon. Donc, très bon jeu, ça me paraît bien. Après, le côté très positif de Donjon Mystère, on n'a pas parlé jusqu'alors, mais c'est peut-être le plus grand côté positif des Donjons Mystères, c'est la musique, c'est l'OST. Les OST de Donjons Mystères, moi parfois ça m'arrive le soir quand je fais autre chose à côté, je me mets dans mes oreilles une playlist Donjons Mystères et j'écoute ça pendant 2 heures sans problème. Alors Ranger,
Le tout premier Pokémon Ranger, moi c'est un jeu que j'ai fait, refait et refait. J'ai beaucoup joué à ce jeu, je le trouve incroyable, je le trouve vraiment magnifique, hein, faut le dire tout de suite. Ce qui m'a le plus marqué dans ce jeu, c'est cette nouvelle expérience. Capturer des Pokémon en faisant des cercles autour, ça paraît assez ridicule, mais pourtant, quand vous vous prenez au jeu et quand vous accumulez les heures à faire du Pokémon Ranger, bah, franchement, c'est quelque chose que très très vite je me suis pris au jeu, très très vite j'ai trouvé ça. C'est bien la capacité de la console. Vraiment cool, c'est ça. Là, la DS est très très bien optimisée. D'ailleurs, il faut faire gaffe pour pas trop casser l'écran du bas. Hein. Ce jeu se termine avec un boss sensationnel, donc Entei, avec une musique incroyable. Hein. Vous tapez Entei's Rampage sur YouTube, vous avez la musique du combat contre Entei. Ce nouveau gameplay qui rapportait une vraie fraîcheur, un nouveau dynamisme. Moi, j'ai adoré ce jeu. Donc franchement, je l'ai adoré. Je le mets dans très bon jeu. C'était super cool. Une histoire aussi pas mal, hein, franchement. Mais il y a tout ce côté proche de la nature, ce message Greta Thunberg avant l'heure, quoi. C'était plutôt pas mal. Donc j'aimais beaucoup Ranger. Donc là, on arrive en 4e génération. On a fini la 3G, ça y est, on arrive en 4e génération avec Diamant et Perle. C'est l'heure de sortir les unpopular opinions. Ah ben, on va voir dans quel sens de ton côté, Katakuri, hein, peut-être que tu n'as pas aimé le jeu, si tu dis ça, je ne sais pas. Moi, Diamant et Perle, donc la 4e génération, j'ai adoré, hein, autant être clair tout de suite. J'aime vraiment beaucoup la 4e génération. Ce sont des jeux super. Le gros point fort pour moi de la 4e génération, c'est le scénario. Hein, le scénario de la 4G, c'est le 2e meilleur scénario pour moi, hein, après la 5e génération. C'est très clair, hein. Pour moi la 5e génération propose le meilleur scénario et la 4e le 2e. Le lore, la mythologie, hein, développée autour de la 4e génération est vraiment magnifique. On sent que la 4G a une histoire, et d'ailleurs la région de Sinnoh a une histoire telle que c'est la première région qu'ils ont choisie pour faire Legends Arceus. Donc c'est bien la preuve que justement la région est très ancienne, il s'y passe des choses depuis très 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 longtemps en 4e génération. Ensuite, deuxième catégorie, les lieux. Les lieux, c'est le gros point fort de la 4e génération. Troisième gros point fort de la 4e génération, les musiques. Là, j'en ai un petit peu parlé juste avant, mais les musiques, quoi. Écoutez le thème de Joliberge, écoutez le thème du Mont Couronné, le sommet du Mont Couronné, les colonnes lances, on n'en parlait pas, mais les colonnes lances au sommet du Mont Couronné, que ce soit les musiques ou que ce soit le lieu, c'est sublime. La musique de Frimapic, la musique de la Ligue Pokémon, le combat contre les champions d'arène, la musique contre Cynthia, bien sûr, évidemment, mais les musiques de 4e génération sont incroyables. C'est magnifique, c'est merveilleux la 4e génération, j'adore ces jeux. Maintenant les défauts. Alors les défauts de la 4e génération, le défaut principal c'est la lenteur. Ouais, les jeux sont très très lents. Les jeux sont très très lents. Ça prend 3 plombes à faire un combat. Après, en termes d'écriture, pour moi c'est peut-être alors, à part au niveau du scénario et du lore, hein, ce dont je parlais tout à l'heure, en termes d'écriture, c'est peut-être on retombe dans quelques travers qu'on avait pu avoir en première et deuxième génération. Bon, quand même pas les travers de la première génération, faut pas non plus abuser, mais ça reste quand même des jeux qui sont un petit peu moins bien écrits que d'autres, je trouve. Bon, donc c'est mon avis. Après, en termes, enfin, tout le reste est tellement bien. C'est tellement incroyable, tu vois, que j'hésite entre très bon jeu et presque parfait, parce c'est des jeux qui sont très importants pour la licence, vous voyez. C'est super important, Diamant et Perle. Sans ça, la licence... Ah oui, parce qu'on n'a pas parlé des nouveautés aussi. Les nouveautés qu'ont apporté la 3e génération, la 4e génération, le cycle jour-nuit qui est arrivé, le Pokémon Global Link. Enfin, on pouvait faire des combats Wi-Fi, des échanges, des trucs comme ça. Encore en termes de stratégie, de nouvelles possibilités qui s'offrent à nous. Donc c'est encore une révolution. Et pour ce côté révolutionnaire, je vais les mettre dans presque parfait. Ouais. Pour ce côté révolutionnaire, je vais les mettre dans presque parfait, parce que ils ont révolutionné, mine de rien, aussi Pokémon, quoi. Bon, alors on va faire comme tout à l'heure avec Ruby, Saphir, Emeraude, on va directement passer à Platine, hein, c'est bête de pas faire les deux d'un coup. Alors Platine, c'est la même chose qu'Emeraude en fait, hein, donc voilà, je le dis tout de suite, hein, Platine étant GOAT, pour 2 raisons. La première raison, c'est que c'est la même chose que Diamant et Perle mais en mieux, tous les défauts de Diamant et Perle ont été corrigés dans Platine, et la deuxième chose, c'est que le jeu est devenu mieux, et surtout il y a un nouveau scénario, quoi, qui est arrivé.
le jeu est vraiment est vraiment incroyable au niveau déjà de la lenteur qui était présente dans Diamant et Perle et qui disparaît sur Platine. Ça c'est le premier point, le point le plus important. Ensuite, le design est trop beau. Les Pokémon sont vraiment les sprites ont été refaits, hein, ils ont été remis au goût du jour, les sprites notamment. Alors vous avez bien entendu Giratina avec la forme originelle qui apparaît dans Platine, l'apparition du monde distorsion. Bah je suis désolé mais l'apparition du monde distorsion c'est complètement incroyable. Vous avez la même chose que Emerald, c'est-à-dire la zone de combat. Le post-game dans Diamant et Perle était vraiment inexistant quasiment. Et dans Platine, c'est complètement incroyable. La zone de combat, c'est la même que dans Emerald. Alors on pourrait dire ils ont recyclé la zone de combat d'Emerald. Pas tout à fait, parce que en réalité, c'est pas les mêmes bâtiments. Ils ont aussi renouvelé en termes de gameplay ce qu'on pouvait nous proposer. Les musiques sont aussi bien dans Platine, voire mieux. Pourquoi mieux? Parce qu'il y a de nouveaux thèmes. Il y a le thème contre les leaders, contre les meneurs de zone, la musique du monde distorsion, la musique du monde distorsion qui est incroyable, le scénario qui change un petit peu avec l'apparition de Pluton, aussi un nouveau général, un nouveau membre de la Team Galaxy qui apporte quelque chose, Helio qui prend beaucoup plus de consistance en tant que leader de la Team Galaxy. Il a toujours ces références que j'aime tant, ces idées nihilistes, hein, la pitié et la compassion sont les fruits de la faiblesse et du manque, mais ce côté un petit peu plat qu'on peut retrouver avec Helio sur Diamant et Perle, ici c'est totalement gommé avec Platine. Donc tous les défauts, ce qu'on pouvait reprocher à Diamant et Perle et qui faisait que le jeu n'était pas parfait, mais presque parfait comme je le disais avant, et bien là c'est gommé, donc ça devient un jeu complètement GOAT. Ok. Donjon Mystère 2. Alors Donjon Mystère 2, explorateur du temps, explorateur de l'ombre. Donc ces jeux-là, ils sont très bien. Ils sont très bien pour une raison et une seule raison, l'intrigue. Avec Masco le GOAT. Évidemment, Masco le GOAT. Masco, le meilleur personnage de tous les donjons mystères confondus. Le sacrifice de Masco. Bah voilà, vous verrez ceux qui jouent à Donjon Mystère, vous verrez ce qui se passe avec Masco, mais c'est trop bien. Le jeu est complètement incroyable. Est-ce que c'est vraiment révolutionnaire par rapport au premier Donjon Mystère en termes de gameplay? Non. Grosso modo, il n'y a pas de nouveauté sensationnelle. Le jeu est plus beau, parce que forcément on n'est pas sur la même console. Je vais le mettre en catégorie très bon jeu. Il aurait été plutôt cool s'il n'y avait pas eu Masco et Noctu Noir, mais à eux seuls, Masco et Noctu Noir montent le jeu en très bon jeu. Ensuite, Ranger Nuit sur Almia. Alors Ranger Nuit sur Almia, c'est trop bien. Ranger Nuit sur Almia, les gars, c'est trop bien. Pour ceux qui n'ont pas joué à ce jeu, c'est là où vous avez Darkrai. Donc vous avez une corporation, une multinationale qui est à la tête de cette multinationale. Vous avez Anwar, hein, me semble, qui est donc l'antagoniste principal de cette version, avec un thème très sombre, très mystérieux, très caractéristique, qui m'avait beaucoup marqué, je me souviens à l'époque. Donc voilà, il y a de nouveaux enjeux, je trouve. Il prend une nouvelle dimension, il est un petit peu plus étoffé que le premier Ranger quand même. Nuit sur Almia, il est très bien. J'ai adoré ce jeu. Il n'y a pas de nouveaux éléments de gameplay, ça reste du Ranger, il faut faire des ronds autour des Pokémon, ça ne change pas. Après, au niveau de la facilité de prise en jeu, enfin le jeu tu le prends en main plus facilement, de prise en main pardon. Les villes aussi elles sont très sympas, les musiques dans ce jeu sont super également. C'est pas un jeu grotesque, mais il n'a pas de défaut particulier. Donc pour moi effectivement ce jeu, je vais le mettre en très bon jeu. Je peux pas le mettre en presque parfait, mais disons que dans les très bons jeux, il va se situer très haut quoi. Pour moi c'est de tous ceux qu'on a vus jusqu'à maintenant, c'est le meilleur des très bons jeux. Donc c'est pour ça que je le place ici en premier. Parmi tous les très bons jeux qu'on a vus, c'est le meilleur. Il est pas en presque parfait, mais vraiment j'adore Nuit sur Almia. Et si vous n'y avez pas joué, je vous incite très fortement à y jouer parce que le jeu est vraiment très cool. Alors ensuite, là on passe à Sillage 2. Ah, c'est Donjon Mystère 3 ça hein. C'est ça, hein, c'est Explorateur du Ciel. Ouais, c'est ça. C'est Explorateur du Ciel. Alors, Explorateur du Ciel, Donjon Mystère 3, moi, j'en garde pas un souvenir mémorable de ce jeu-là. Il est bien. Il apporte encore une fois aucun nouvel élément. Les musiques sont quand même plutôt sympathiques.
pas forcément besoin de faire 3 heures sur ce jeu. Je vais le mettre en plutôt cool. Le jeu, on peut pas le mettre en peut mieux faire, tu vois. C'est la conclusion de Masco. Oui, tu vois, mais moi, ce qui me pose problème avec ce jeu, c'est que je trouve que la conclusion se suffisait à elle-même dans le jeu précédent, tu vois. C'est là où j'ai un petit souci. Mais voilà. HGSS. Alors là, HGSS, les gars, c'est monstrueux. HGSS, bon allez, il n'y aura pas de suspense. HGSS, bien sûr, les jeux sont en GOAT. Il n'y a aucun suspense à ce niveau-là. Je peux pas faire autrement. C'est complètement impossible de mettre HGSS dans un autre tiers que GOAT. C'est la même chose que Or et Argent, mais en 10 fois mieux. En 10 fois mieux, il y a tellement de choses à faire, c'est tellement cool. Incroyable. Donc, comme dans Or et Argent, vous avez la possibilité d'avoir 16 badges, d'aller dans les 2 régions, vous avez Johto et Kanto, avec évidemment une seule ligue Pokémon pour les 2 régions, puisque les 2 régions sont frontalières. C'est les 2 seules régions Pokémon où on est sûr qu'elles ont une frontière commune. Les autres régions, il n'y a aucune certitude. Les musiques, les remakes, ils ont fait un travail formidable. Junichi Masuda a fait un travail incroyable avec les musiques par rapport à Or et Argent. Les musiques étaient déjà très bien dans Or et Argent, mais le remix des thèmes, c'est magnifique. Il a fait un super travail, et ce que j'aime le plus, c'est graphiquement, quoi. Graphiquement, qu'est-ce que les jeux sont beaux. C'est trop beau. Préféré, je pense. Graphiquement, les jeux sont tellement beaux, tellement magnifiques. C'est ça qui est intéressant avec SGSS, c'est que c'est un hommage qui est très intéressant dans le sens où on n'a pas voulu faire dire au premier jeu ce qu'ils n'ont pas dit. On leur rend vraiment hommage. Voilà. Et ça, c'est trop bien. C'est-à-dire que les jeux sont pas usurpés. C'est vraiment, on est dans la droite lignée. C'est un vrai hommage. C'est-à-dire que on prend les mêmes éléments que ce qui avait été décidé à l'époque, et on les adapte à la sauce moderne, quoi. Et donc, c'est trop bien. Silver, bien sûr, meilleur rival. Alors, c'est peut-être pas le meilleur, mais c'est un des meilleurs en tout cas. Bon, peut-être le meilleur. Allez, on va dire que c'est le meilleur. Énormément d'events et de légendaires à capturer. Effectivement, le post-game de HGSS qui est vraiment trop bien. Les musiques, on le disait, qui sont magnifiques. Le contenu supplémentaire. Enfin, il y a tout qui est bien. Ce jeu est incroyable. La seule chose qui est pas bien dans ce jeu, c'est le Pokéwalker. Mais comme ça fait pas partie du jeu, je ne le compte pas dans la catégorie. L'affrontement versus Red. Imagine si Black and White 2 avait fait ça avec alors, dans Black and White 2, vous avez le PWT quand même, hein, Katakuri. Tu as quand même dans BW2, tu as le Pokémon World Tournament, mais ça on en parlera plus tard. Voilà. En tout cas, pas d'autres choses à dire. Le jeu, effectivement, est dans cette catégorie. Ensuite, on passe à Ranger 3. Alors Ranger 3, Sillage de lumière, je n'y ai pas joué. Je n'y ai pas joué. Moi non plus. Ouais, voilà. Donc vous dites ce que vous voulez. Alors pour Neos 3, c'est son préféré. Moi, j'ai vu beaucoup plus d'avis positifs que d'avis négatifs, hein, ceci dit. C'est vrai. Mais après, j'avoue que c'est le seul là ici dans cette catégorie où je ne pourrais pas vraiment dire. Allez, on le met en très bon jeu. Voilà. On le met en très bon jeu. Là, c'est la seule catégorie où je laisse faire le chat. Hein, voilà, c'est le seul jeu où je vous laisse mettre de mon jugement. Bon, maintenant on passe à la 5e génération. On passe à la 5e génération Noir et Blanc. Alors Noir et Blanc, ce sont des jeux qui sont injustement décriés, et là je vais être porte-parole de Noir et Blanc, c'est très important pour moi. Noir et Blanc, c'est tout simplement donc les jeux avec le meilleur scénario de Pokémon, qui sont battus simplement par Noir 2 Blanc 2, hein, mais donc forcément peut-être qu'il y aura mieux dans le futur, je ne sais pas, vu ce que j'ai vu récemment avec les dernières versions, je n'y crois pas. Mais en tout cas, il n'y a pas eu mieux. Que dire? En fait, je suis transporté d'émotions quand je parle de Noir et Blanc à chaque fois. Pourquoi? Parce que y a tellement d'éléments qui sont merveilleux, notamment dans le lore, mais au niveau des personnages surtout. Le personnage de N, donc Natural Harmonia Gropus, hein, c'est son nom complet. Le personnage de N est magnifique en termes d'écriture. Le lien qu'il a avec le personnage, la team la team Plasma, c'est la meilleure team, hein, qui existe, hein. Je suis désolé, mais il n'y a pas de meilleure team que la team Plasma. On n'a pas fait mieux, pareil, parce que ça va avec le scénario finalement, mais les objectifs de la team Plasma, alors effectivement, Getis, le véritable méchant de la team Plasma, agissait de manière égoïste, il agissait dans son propre intérêt. Malgré tout, eh bien, au sein de la team Plasma, que ce soit les sages, que ce soit, certains sages, on va dire, que ce soit N ou que ce soit les sbires classiques de la team Plasma, ils y croient vraiment à leurs convictions.
Les convictions de la Team Plasma, c'est la libération des Pokémon. C'est contre l'oppression des Pokémon, contre le fait que les dresseurs attrapent les Pokémon avec des Pokéballs et ensuite les forcent à participer à des combats. Et ça, c'est complètement incroyable. C'est incroyable. Les musiques sont phénoménales. Il n'y a pas mieux que quasiment, il y a quasiment pas mieux que les musiques de la 5e génération. Château de N, le combat contre N aussi, la musique du combat contre N, la musique du combat contre Getis avec ces quelques notes qui sont vraiment pas, qui sont très angoissantes. On parle de la 5G parce que, enfin, ceux qui aiment la 5e génération, on n'est pas là pour parler des graphismes. Bon, c'est pas très grave. Effectivement, c'est à cause, bah, je vous spoil tout de suite. Oui, c'est à cause des graphismes que je vais mettre en presque parfait et pas en GOAT. Par contre, Noir de Blanc 2, ça sera en GOAT, hein. Ça vous me l'enlèverez pas. Mais on est là pour la passion, c'est pas grave. C'est pas parce que les Pokémon étaient ultra pixelisés que ça se voyait en combat, on s'en fiche, c'est pas très grave. Oui, je peux pas mettre les deux en GOAT, je peux pas mettre en GOAT et Noir et Blanc et Noir de Blanc 2. Mais en tout cas, il y en a forcément un des deux qui est en GOAT. Donc là, j'ai choisi Noir de Blanc 2, je vais vous l'expliquer pourquoi juste après. Mais en tout cas, Noir et Blanc, incroyable. Le jeu est trop bien. Oui, effectivement, un Noir et Blanc, je le mets dans le meilleur des presque parfaits. Voilà. C'est alors, Noir de Blanc 2, il faut bien se dire qu'au niveau du scénario, ça change complètement. Noir de Blanc 2, ça change complètement au niveau du scénario. Pourquoi? Parce que déjà, vous ne commencez pas dans la même ville de départ. Vous ne jouez même pas le même personnage en soi. Hein. La Team Plasma n'a pas le même but. Alors, il y a l'apparition de la frégate Plasma, plein de nouvelles choses hein, qui sont complètement différentes. Et effectivement, au niveau... Moi, je trouve qu'au niveau du scénario, c'est pas du tout le même scénario. Donc, il y a moins ce côté épique qu'on retrouvait avec le château de N, etc. Dans Noir et Blanc. Et puis même avec N's Coronation, hein, le couronnement de N qu'on a en introduction de Noir et Blanc, il y a moins ce côté épique. Mais Noir de Blanc 2, vous avez tout le reste. C'est-à-dire que le jeu est beaucoup plus complet. En termes de gameplay, donc déjà, je trouve que le jeu est plus beau visuellement hein, que Noir et Blanc, il faut dire les choses. Mais en termes de gameplay, c'est quand même... incroyable quoi. Enfin je veux dire toutes les possibilités qu'offre le jeu, il est tellement complet, il y a tellement de choses à faire dans ce jeu. C'est peut-être le jeu avec la durée de vie la plus importante de l'histoire de Pokémon, hein, je trouve Noir de Blanc 2. Ils se sont vraiment creusé la tête quoi. Donc voilà, Noir de Blanc 2, GOAT. Très clairement, il n'y a pas de débat là-dessus. Donc j'adore la 5e génération. Vous l'avez peut-être compris au cours de ces dernières minutes, j'adore la 5e génération. Ok. Alors là on arrive à Pokémon donc le dernier Donjon Mystère. Alors pourquoi je cherche mes mots là parce que je n'y ai pas joué à celui-là hein. J'ai pas joué, voilà. Donc là pour Porte de l'Infini, pareil, je vous laisse me dire si ceux qui y ont joué, je vous laisse me dire. Là c'est le 100% de chat, voilà, c'est 100% de chat, donc je vous laisse me dire dans quel set vous voulez le mettre. Moi en tout cas je ne me prononcerai pas parce que je n'y ai pas joué. J'ai vu des let's play dessus mais c'est pas suffisant pour développer une opinion personnelle je trouve. Mais voilà, donc dites-moi ce que... Plutôt cool. Allez Katakuri, je vais te faire plaisir, on le met en plutôt cool, voilà. Alors la 6e génération, XY. Alors XY c'est compliqué. XY c'est compliqué. Alors déjà on va dire les points forts de XY. Le premier point fort de XY qui me saute aux yeux, ce sont les musiques. Et les lieux. Les musiques et les lieux de Pokémon, je trouve que le jeu, visuellement, il est beau. Voilà, le jeu, il est beau. Pour l'époque, il exploite très bien les capacités de la console. Le jeu, il est beau. Les musiques sont belles. Moi, franchement, j'ai beaucoup aimé les musiques de XY. J'ai pas grand-chose à en redire. Il n'y a pas de musique vraiment marquante qui a marqué ma vie de la même manière que la 3e, la 4e ou la 5e génération, tu vois. C'est vrai, d'accord. Mais les musiques sont quand même vraiment bien. Par contre, le défaut majeur de XY, c'est qu'il est vide. Ce jeu est vide, il est tellement vide. Vous rentrez dans les bâtiments, il n'y a pas beaucoup d'interaction. Le scénario, il est pas fou, quoi. Le scénario, il est pas incroyable. Alors tout à l'heure, effectivement, hein, je parlais du scénario un petit peu compliqué dans Ruby Saphir. Bah là, le scénario de XY, excusez-moi, mais toute cette histoire sur la beauté, c'est pas terrible, hein. C'est pas terrible. Ils auraient pu faire mieux. Le jeu est hyper vide, je trouve. Il n'y a pas vraiment d'interaction avec les personnages. Le lore est très mal utilisé. Finalement, le lore sur Xerneas et Yveltal, vous demandez à un casu aujourd'hui, quelqu'un qui connaît pas trop la mythologie Pokémon, vous leur demandez Xerneas et Yveltal, qu'est-ce qu'ils apportent à l'univers Pokémon? Et surtout, qu'est-ce qu'ils représentent comme concept?
qui serait capable de répondre à cette question. Donc moi, malheureusement, XY, je vais les mettre dans plutôt cool. Ok, alors là, on arrive à Rosa. Ruby, Omega, Saphir, Alpha. Alors c'est peut-être là où on va avoir des désaccords. C'est possible. C'est possible, c'est possible. Pour moi, la seule chose qui est bien dans Rosa, c'est l'épisode Delta. C'est le moins bon remake. C'était pas aussi bien que Ruby Saphir. Je sais pas, il y a quelque chose qui m'a manqué dans Rosa. Est-ce que c'est l'ambiance de la 3e génération que j'ai pas retrouvée? Est-ce que c'est la perversion de Lavandia? Pourquoi et qu'est-ce qu'ils ont fait à Lavandia? Pourquoi Lavandia c'est devenu une ville comme ça? Alors que Lavandia était magnifique sur Ruby Saphir Emerald. Quelle ville merveilleuse! Pourquoi ils nous en ont fait ça? Les musiques, j'étais pas si convaincu que ça dans Rosa. Donc moi, Rosa, je le mets dans... Rosa, pardon, je le mets dans plutôt cool. Je mets dans plutôt cool. Alors, on va faire un classement très bon jeu, déjà. On a classé les 2 premières catégories. On va classer maintenant les très bons jeux. Alors, en très bons jeux, je vais mettre en 1 Colosseum, quand même. Je vais mettre les Rangers comme ça. Ouais, là, ça me paraît bien. En très bon jeu, ça me paraît bien. Et en plutôt cool... je vais faire comme ça. Alors, Diamant étincelant et Perle scintillante. Alors, Diamant étincelant et Perle scintillante, quelles sont les nouveautés par rapport à Diamant et Perle? Ils aient fait des ajouts dans le souterrain, ok. Après, en dehors de ça, qu'est-ce qui... Je sais pas. En dehors de ce qu'ils ont rajouté par rapport au souterrain, quel était l'intérêt du jeu? En fait, il faut aussi raisonner comme ça. Quel est l'intérêt d'un jeu? Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de jouer à ce jeu? Qu'est-ce qu'il apporte de plus par rapport à un autre dans la licence? Parce qu'il faut pas oublier que Diamant, Perle, Platine, c'était quand même sur DS, d'accord? Donc, autant les autres jeux, ils avaient besoin d'une version remasterisée. Effectivement qu'ils en avaient besoin, puisqu'ils étaient sur les toutes premières consoles. Donc oui, on avait envie de redécouvrir la génération de manière remasterisée. Mais là, Diamant et Perle Platine, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un remake? Vu qu'on peut déjà jouer au jeu et qu'ils sont toujours très viables. Tu peux toujours jouer à Platine sans grand problème, tu vois. Donc moi, je suis assez d'accord avec vous. Je pense que c'est le premier jeu qu'on va mettre dans la catégorie peut mieux faire. Alors après, méga donjon mystère là, Super Mystery Dungeon là. Alors franchement, on va pas faire durer le suspense, le jeu est bien. Le jeu est bien, mais le problème c'est que j'ai eu l'impression de jouer au même jeu pour la 4e fois. Quand j'ai joué à Super Mystery Dungeon. Donc je suis désolé, mais je vais le mettre dans plutôt cool encore une fois. Et je vais le mettre juste derrière XY. Alors la 7G, la 7e génération. Là, on va peut-être avoir des désaccords aussi. Parce que je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas la 7e génération. Alors là, je pense que ça va être le plus gros différentiel de rang entre 2 jeux. Entre Lune et Soleil et Ultra Soleil et Ultra Lune. Et je pense que c'est peut-être là qu'on va avoir un désaccord. Parce qu'en fait, jusqu'à présent, tout va bien. Hein. On est quasiment tous d'accord. Hein. On est vraiment quasiment tous d'accord sur les rangs. Et là, je pense que c'est là où on va diverger. C'est sur la 7G. Sur la 7G. Soleil et Lune, j'ai adoré. Soleil et Lune, j'ai adoré. J'ai trouvé que c'était un sacré bol d'air. Hein. En fait, c'est les derniers jeux Pokémon que j'ai kiffé. C'est très triste, hein, ce que je vous dis. Hein. Mais Soleil et Lune, ce sont les derniers jeux Pokémon que j'ai surkiffé. Putain, j'ai pris mon pied sur Soleil et Lune. Hein. Ah, je me suis amusé. Hein. J'ai vraiment passé un bon moment. Le traitement de Lily dans Soleil et Lune est bien meilleur que dans Ultra Soleil et Ultra Lune. L'évolution du personnage de Lily, qui est très animé, très manga, hein, je l'ai trouvé vraiment cool. Les jeux sont bien foutus, quoi. T'as une belle histoire, c'est rafraîchissant. Moi, je ne mets pas Soleil et Lune dans plutôt cool, je les mets vraiment dans très bons jeux. Et ils ont une très belle place d'ailleurs dans très bons jeux. Hein. Je les mets juste après Colosseum, hein. Très clairement. Très clairement. Je les mets dans très bons jeux et vraiment... c'est pas les meilleurs des très bons jeux, mais pas loin, quoi. Voilà. Pour moi, Usul, c'est très clairement peut mieux faire. Genre, ils sont même pas en plutôt cool. C'est la pire, peut-être la pire expérience de jeu que j'ai eue sur Pokémon. Je me suis senti trahi par Game Freak quand j'ai joué à Usul.
je me suis senti littéralement trahi. C'est la même chose au pixel près que Soleil et Lune. Et les quelques ajouts qu'ils ont faits, ils se sont foirés. C'est nul. Les jeux sont nuls. Je pèse mes mots, hein. Je le dis avec beaucoup de sincérité et vraiment avec toute la modestie et la retenue dont je suis capable. Je trouve que Usul, c'est une catastrophe. C'est les pires jeux que Game Freak nous ait proposés. Bref, catastrophe. Détective Pikachu. Alors, Détective Pikachu, bah, je vous dis tout de suite, c'était plutôt cool. C'était plutôt cool. Ça casse pas trois pattes à un canard. C'était sympa. C'était sympa. C'était une bonne époque. Dernier petit jeu sur 3DS. Bon, c'était pas le jeu de l'année. C'était pas sensationnel. Les énigmes étaient plutôt sympas. À comparer avec un Layton, par exemple, je préfère faire un professeur Layton. Let's go Evoli, let's go Pikachu. Bon. Là, il n'y a pas de suspense. Let's go Evoli, let's go Pikachu. Peut mieux faire. Alors, c'est pas les meilleurs des peut mieux faire. Je les mets en deuxième, hein, ici. Pas fou, hein. Pourquoi, en fait? Donc, ouais. Let's go Evoli, let's go Pikachu. Bof, bof. Épée et bouclier. Alors, épée et bouclier, ça fait partie des deux qui seront dans peut mieux faire. J'ai pas aimé la 8G. Pour moi, ce sont pas les pires. C'est-à-dire que pour moi, par exemple, après, entre les deux... Non, et je vais même mettre épée et bouclier devant Let's Go Evoli, Let's Go Pikachu. Parce qu'en soi, épée et bouclier, même si les jeux sont mauvais, au moins, il y a une tentative de quelque chose. Je sais pas. Franchement, j'arrive pas à trouver des qualités. Alors, les défauts. Les défauts d'épée et bouclier, le premier défaut majeur, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, ça fait partie, moi, de 50% de mon expérience de jeu, ce sont les musiques. Ben, les musiques de épée et bouclier, pour moi, c'est les pires musiques d'un jeu principal. Ce que j'appelle jeu principal, ce sont les opus principaux, hein. Ce sont les jeux principaux. Ben, épée et bouclier, ce sont les pires. Toutes générations confondues. Sur les 9 générations, épée et bouclier, ce sont les moins bonnes. Donc c'est catastrophique. Les musiques sont nulles, les routes sont affreuses, les terres sauvages, qui est censé être le concept pivot de la 8ème génération, sont affreuses. Voilà. Bref, on va pas accabler non plus la 8ème génération, c'est pas grave, on va pas leur cracher dessus, mais en tout cas, épée et bouclier, il est dans peut mieux faire, très clairement. Ok. Alors, Donjon Mystère DX. Alors, Donjon Mystère DX, jeu particulier, puisqu'on le fait sur Twitch. On le fait sur Twitch. C'est la même chose que Équipe de secours bleu et rouge, donc les tout premiers opus de Donjon Mystère, qui étaient sortis donc sur Game Boy et sur DS, on le rappelle, hein. Game Boy pour équipe de secours rouge et DS pour équipe de secours bleu. Après, bah, les jeux sont bien. Franchement, les jeux sont bien. Donc moi, je pense qu'on peut les mettre en très bon jeu. Enfin, moi, j'ai passé un très bon moment. Donc on va les mettre en très bon jeu. On peut pas les mettre en presque parfait, tu vois, mais clairement, j'ai même envie de le mettre juste à côté de équipe de secours bleu et équipe de secours rouge, quoi. C'est très bien. C'est un bon remake. Je trouve que c'est un remake qui est très représentatif de ce qu'on avait à l'époque. C'est-à-dire que le jeu ne pervertit pas les versions originales et originelles, hein, donc des deux équipes de secours. Non, moi je trouve ça bien. Moi perso, ça me va très très bien. Donc Donjon Mystère DX, très bon jeu. Ok. Alors maintenant, on en arrive à Legend Arceus. Alors, Legend Arceus, y a une énorme qualité au jeu et un énorme défaut. C'est ça qui est compliqué, en fait. On commence par la qualité énorme. Legend Arceus, c'est vraiment hyper novateur. J'ai adoré le concept. Legend Arceus, j'ai adoré le concept. J'ai tellement aimé jouer à Legend Arceus. Mais justement, jusqu'au moment où vous capturez Arceus. Parce qu'ensuite, et c'est ça le gros défaut du jeu pour moi, c'est que vous avez plus envie d'y retoucher. C'est que pour moi, bah, une fois que vous avez fini le jeu, il n'y a plus rien à y faire. Il n'y a aucun post-game, et c'est là que vous vous rendez compte que finalement c'est un petit peu plus vide que ce que vous ne le pensiez de prime abord. Faire les quêtes secondaires, c'est long, c'est un peu relou. Je pense vraiment que je l'aurais mis dans très bons jeux si je m'en étais tenu à mon expérience de jeu initiale.
Je pense vraiment. Mais le fait que je sois incapable d'y rejouer, je pense pas que ça peut me permettre de lui octroyer un rang supérieur à plutôt cool. Je pense. Donc je vais le mettre dans plutôt cool. Et je vais le mettre juste après rouge et bleu. Ou juste avant. Je vais le mettre juste avant. Je vais le mettre juste avant parce qu'on a déjà la version jaune qui est dans la meilleure des plutôt cool, tu vois. Et enfin, écarlate et violet. C'est mieux que Sword and Shield. Non. Le truc qui est bien dans écarlate et violet, ce sont les thématiques abordées. Le fait que le jeu, il a du corps. Le jeu, il a du corps. On peut pas lui reprocher. En termes de scénario, c'est pas forcément terrible. Mais le scénario, c'est pas forcément non plus l'écriture, tu vois. En termes d'écriture, il y a des choses qui sont bien. Il y a beaucoup de longueur. Le scénario, il y a énormément de longueur, surtout quand vous êtes à l'académie, qu'on vous explique 50 fois les mêmes choses, que les professeurs ils rabâchent le même discours pendant 10 fois, là. Ça, c'est très problématique. Franchement, les nouveaux Pokémon, ils sont pas mal. Moi, j'ai bien aimé les paradoxes, de manière générale. J'ai bien aimé les paradoxes. Je peux pas dire que c'était catastrophique. Voilà, ça, c'est les points positifs. Après, les points négatifs, il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Bon. On va tout de suite éluder le côté visuel et graphique. Ok. Le principal problème, c'est qu'on a aucune interaction avec les gens. Ça, c'est terrible. Vous allez dans une ville, vous ne pouvez pas rentrer dans les bâtiments. Vous allez dans une ville, vous ne pouvez parler avec personne. Il ne se passe rien. On n'a aucune interaction. Le joueur est seul. Ça, c'est le problème principal. Ensuite, au niveau des musiques, j'avoue que j'ai pas été emballé. Alors, niveau des musiques, j'ai beaucoup aimé le thème des champions d'arène, enfin des champions là, des dresseurs, on n'appelle pas vraiment des champions, vous m'avez compris, quand ils envoient leur dernier Pokémon au combat, le thème de la Terra Cristallisation. En gros, le thème, quand ils envoient leur dernier Pokémon Terra Cristallisé au combat, et ce sont deux thèmes différents, hein, et le thème des raids Terra Crystal, des combats contre les raids Terra Crystal, ces deux thèmes-là sont vraiment très cool. Donc c'est vide. Malheureusement, je trouve que tout est centré autour de l'académie. Je sais pas trop pour quelle raison, mais apparemment, il y a des élèves partout. Enfin, le centre de Paldea, c'est l'académie. Hein. Pas si vous vous êtes rendu compte, mais il n'y a rien d'autre. Dans Paldea, il n'y a que l'académie. Que des personnes qui parlent de l'académie, même ceux qui sont paumés dans les terres, là, dans la Pampa, ils parlent de l'académie. Voilà. Et le gros problème, c'est la rejouabilité. Vous avez vu, hein, au tout début, je reproposais pas mal de streams sur Écarlate et Violet. Bah maintenant, je repropose plus. Pourquoi? J'ai rien à y faire sur le jeu. Qu'est-ce qu'on va faire? On va taper des raids Terra Crystal pendant 10 ans? Bref, malheureusement, je peux pas le mettre en plutôt cool, mais je vais quand même le mettre devant épée et bouclier. Donc je place Écarlate et Violet en peut mieux faire devant épée et bouclier. Voilà. Donc là, c'est mon sondage définitif. C'est mon sondage définitif. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à rejoindre tous mes réseaux sociaux, vous pouvez aller sur le Discord, vous pouvez aller sur Instagram, vous pouvez me suivre sur Twitch, évidemment tous les liens sont dans la description. Je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos, j'espère que vous avez kiffé celle-ci et à la prochaine. Ciao tout le monde.